Avant de commencer la vidéo, je tiens à mettre un petit disclaimer, je n'ai rien contre Erwan Menteour, je ne le connais pas. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à ses arguments et aussi à peut-être sa façon de parler parce que je trouve pas ça terrible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise personne, ok? On a tous le droit de faire des erreurs, moi le premier, et j'en ai déjà faites sur cette chaîne. Je veux les signaler avec bienveillance parce que j'ai envie que toute la communauté qui regarderait cette vidéo-là soit mieux informée par la suite. Si tu as quoi que ce soit à redire aux informations que je vais donner, n'hésite pas à le faire avec courtoisie et bienveillance en commentaire et je serai ravi d'en débattre, voire d'avouer mes torts parce que moi je m'en fous. Je veux que la connaissance évolue. Je m'en fiche totalement d'avoir tort ou raison. Bon, en vrai non, je préférerais avoir raison parce que comme ça, au moins, je vais pas induire des gens en erreur. C'est pour ça que je fais des recherches. Mais commençons tout de suite avec la vraie introduction du sujet, à savoir qui est Erwan Menteour. Who's that Pokémon? Erwan Menteour. Bah, j'en sais rien, et à vrai dire, je m'en fous un peu. J'ai vaguement entendu son nom passer par-ci par-là, à ce qui paraît, il est super populaire et invité sur les plateaux télé. J'ai pas la télé, donc je peux pas le savoir, et sur YouTube, c'est pas le coach le plus en vogue, donc moi qui regarde YouTube, ben, j'avais pas trop entendu parler de lui. Jusqu'à ce qu'on m'envoie cette vidéo-là, et je dois avouer que j'ai été un peu surpris sur certaines choses. C'est peut-être même un euphémisme. En gros, il est coach sportif, il donne des conseils à un grand nombre de personnes, ça me suffit pour commencer mon analyse. Souvent on me reproche d'avoir l'air prétentieux, hautain, un peu monsieur je sais tout. C'est peut-être vrai dans la façon dont je m'exprime, mais je suis désolé, c'est ma façon naturelle de parler, surtout quand j'explique des choses. J'ai pas vraiment l'impression de me la péter outre mesure, mais si jamais c'est l'image que je te renvoie, bah j'y peux rien et franchement, c'est pas mon intention. En revanche, je trouve qu'il y a une grosse différence avec ce qu'il fait lui. Encore une fois, j'arrête pas de voir du grand n'importe quoi. Tous les journaux féminins, tous les sites féminins, même des sites de culture physique, et plein de coachs, des super beaux mecs, super bien gaulés, qui parce qu'ils ont 22, 23, 25 ans, qui sont au taquet, qui font du sport 5 heures par jour, parce que eux font quelque chose, ils pensent que c'est bon pour eux et que c'est bon pour tout le monde. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est une hérésie. Et puis j'aimerais bien que Jean-Michel Cohen me regarde aussi, parce qu'on est en train de parler d'un ventre plat, d'avoir des tablettes de chocolat. Je pense qu'il en a jamais eu, mais alors depuis 20 ans, il serait peut-être temps qu'il commence à suivre mes conseils, en particulier nutritionnels, parce que Jean-Michel, là, ça va vraiment pas, crois-moi. Il explique quand même texto qu'il pense que tous les autres lui sont inférieurs en termes de coaching sportif. C'est ok, d'accord, je veux bien, mais alors il a intérêt à être à la hauteur. Et qu'on vienne pas me reprocher du coup d'être un petit peu piquant avec lui parce que il se le permet après tout. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il y a d'un point de vue ergonomique. Vous savez, on est tous soumis à la pesanteur. Ergonomique, j'avoue que je comprends pas vraiment ce que ça vient faire ici. Si tu veux mon avis, ça fait vraiment le cliché du coach sportif qui a envie de donner des mots compliqués alors qu'il sait pas ce que ça veut dire. Un peu pour enfumer son monde, et je suis pas vraiment partisan de ça puisque ça nous fait encore passer pour des gogoles aux yeux du public. Vos intestins, quand vous étiez enfant, ils étaient tout petits, avec que du jour. Aujourd'hui, ils sont très gros, avec plus de jour du tout, puisqu'il y a plein de putrescence, des fermentations, qui sont occasionnées par une excessive consommation de produits animaux, en particulier le lait de vache et tous les produits laitiers de vache, une hyperconsommation carnée. Source, crois-moi frère. Les produits animaux provoquent-ils vraiment de la fermentation et de la putréfaction dans nos entrailles ? J'y crois pas trop. La fermentation, ça rejette des gaz. Et je vais être peut-être un peu cru, mais qu'est-ce qui te fait le plus péter ? Manger de la viande, du lait, des œufs, ou au contraire des flageolets ou des choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles si tu veux. Alors j'ai rien trouvé de mon côté en termes de ressources scientifiques qui s'attachent à la fermentation dans l'estomac des viandes, mais en même temps c'est un petit peu compliqué, j'ai peut-être pas les bons termes de recherche. En attendant, j'ai pas non plus trouvé des choses qui aillent dans son sens. Si, pardon, la viande rouge semblerait augmenter les risques de cancer colorectaux, donc peut-être qu'il y a des atteintes au système digestif. Mais la viande blanche, elle, semblerait les baisser. Donc, si jamais le problème, c'était les produits animaux, bah ça s'effondre. Surtout quand on voit la biodisponibilité énorme des produits animaux pour certains types de nutriments. Par exemple, les protéines qui sont beaucoup plus facilement assimilables si elles viennent de sources animales. Mais aussi les vitamines et minéraux qui, quand ils viennent des abats, genre le foie, ben on peut plus facilement encore une fois les absorber. En plus en ce moment il y a une énorme recrudescence des diètes strictement carnivores et il ne semble pas avoir ce genre de problème les gens qui la pratiquent. Même s'il y en a certainement d'autres hein, et je n'ai pas du tout envie de me faire l'avocat de ce type de pratique parce que je pense que c'est un peu con. Ce qu'on peut en conclure au moins c'est que les produits animaux ne semblent pas du tout avoir cette incidence là chez tout le monde.
Évidemment, on accepte les intolérants au lactose par exemple. En particulier de certaines viandes comme le porc qui va vous faire avoir plein de vers dans les intestins. Alors oui, le ténia, autrement appelé ver solitaire, se chope dans la viande de porc mal cuite. Et il y a plein d'autres parasites bien sympas dans cette viande d'ailleurs. Du coup, si elle est mal préparée, ben elle peut donner plein de maladies. Enfin ça, c'était plus vrai avant qu'on gave les porcs d'antibiotiques et que les normes sanitaires deviennent beaucoup plus strictes. Bien sûr, ça change en revanche si jamais tu consommes de la viande de porc, on va dire, un peu douteuse qui vient du jardin de tes amis ou je sais pas quoi. Là, faut être plus vigilant. Je te conseille dans ce cas-là de t'assurer qu'elle soit bien cuite parce que ça élimine tous les parasites. Fatality. D'ailleurs, cette prévalence de parasites dans la viande de porc comparée à d'autres animaux, ça pourrait être une bonne hypothèse pour expliquer pourquoi certaines religions l'interdisent. On sait par exemple que certains types de ténia du porc provoquent des crises d'épilepsie. Et ça, quand t'es pas très éduqué, ça ressemble à quoi à part une maladie du démon? Mais enfin, il y a un truc qu'il faut pas oublier, ce sont des maladies. Si t'as des vers dans les boyaux, t'as quand même de grandes chances de le sentir. Si c'était asymptomatique en dehors de grossir du ventre dans la majorité des cas, ben on n'aurait peut-être pas découvert la présence de ces parasites. Pour moi, balancer la petite info comme ça, sans vraiment développer, c'est un petit peu, voire beaucoup, de la désinformation. Ceci va avoir une conséquence directe. Au lieu d'avoir 3-4 kilos de tripes dans le ventre, vous allez vous retrouver avec 10, 15, 20 kilos quand l'âge passe, parce qu'ensuite vous allez avoir de la graisse viscérale. Mais quoi? Quoi? 20 kilos d'intestin, allez, comme ça, au calme. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Et si tes tripes se mettent à peser 10 fois plus lourd, je pense, ce n'est qu'une supposition, mais quand même, que tes intestins vont éclater. C'est arrivé à un gars que je connais qui avait un cancer des intestins, pour tout te dire. Donc c'est de là d'où je tire mon hypothèse. Parce qu'il faut pas croire, mais tes intestins, ils ballottent pas comme ça avec de l'air autour. Il y a de la graisse viscérale, comme il le dit lui-même d'ailleurs. Mais la graisse viscérale, elle ne fait pas partie de tes viscères. Elle est autour, ça ne rentre pas dans tes intestins comme il semble vouloir te le faire croire. Enfin, ne soyons pas de mauvaise foi, je démonte ici son argument, mais peut-être qu'il a simplement été très maladroit dans sa façon de l'amener. Genre peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est que tout ça, ça faisait partie de l'ensemble ventre. D'après son déroulement logique jusqu'à là, c'est difficile à croire pour moi, mais pas impossible. Au bout d'un moment, on est tous soumis à la pesanteur. Donc ces tripes, elles vont redescendre vers le bas, puis au bout d'un moment, elles peuvent pas aller plus bas puisqu'il y a le plancher pelvien. Quand ça repose contre le plancher pelvien, ça repousse vers l'avant le ventre. Alors oui et non, dans le sens où certes, la majorité de la masse de tes organes, comme elle est entourée de graisse viscérale, sera plus grosse, sans compter le cœur ou le foie qui grossissent indépendamment, l'un parce qu'il doit pomper plus de sang dans l'organisme et l'autre parce qu'il devient malade. Mais n'oublions pas que le ventre devient aussi plus gros simplement parce qu'il y a de la graisse qui s'accumule autour. C'est pas négligeable. Les coachs, qu'est-ce qu'ils vous disent de faire pour avoir un ventre plat? Des crunchs. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un crunch? Eh ben, on est en train de repousser les viscères encore plus vers le bas et ensuite vers l'avant. Alors perso, je recommanderais pas non plus les crunchs quand on veut avoir un ventre plat, mais pour une raison bien plus simple, si jamais on fait bosser le grand droit, il s'hypertrophie, il gagne en épaisseur et donc ça fait pas perdre de tour de taille. C'est pas parce que ça pousse les viscères vers le bas et du coup vers l'avant, ça me semble un petit peu fantaisiste comme explication. Eh ben, on est en train de repousser les viscères encore plus vers le bas et ensuite vers l'avant. Donc d'accentuer la ptose. La ptose qui est un relâchement tissulaire musculaire. C'est une théorie vraiment défendue par certains et en particulier certaines parce qu'il me semble qu'au départ ça vient de la méthode de Gasquet. Faire des crunchs provoquerait des descentes d'organes parce qu'on compresse trop cette zone. Donc le maillon le plus faible du caisson abdominal va lâcher, ici les muscles du périnée ou plancher pelvien, c'est comme tu préfères. Mais bon, sans avoir vu d'études à ce sujet-là, ça me semble bizarre d'un point de vue logique. On peut se dire par exemple que si on ne contracte pas le diaphragme, donc qu'on ne bloque pas la respiration, ben on fait un palier plus mobile et donc du coup la pression va pouvoir s'échapper par là, ce qui empêche déjà l'hyperpression. Alors si par-dessus le marché on renforce les muscles de notre plancher pelvien avec des méthodes telles que les Kegels, eh bien d'un côté on va avoir quelque chose de plus dur, de l'autre quelque chose de plus souple. Franchement, je vois pas pourquoi les organes descendraient. Sauf coup de malchance extraordinaire et ou facteur confondant comme une grossesse récente, qui a tendance à fragiliser cette zone et puis même les hormones qui circulent dans le corps d'une femme qui a été enceinte récemment, ben, ce sont des hormones qui ont tendance à, rendre les ligaments plus laxes. Ce qui veut dire qu'il y a moins de support. La première chose, on va avoir une alimentation qui va être détox pendant un cycle de 6 à 12 semaines. À l'heure actuelle, la détox ne concerne à ma connaissance que les personnes qui ont été empoisonnées. Vassilis et Eric Mallet en ont fait un bon podcast. Quand un coach populaire prononce ce mot, mon détecteur à bullshit s'allume. Bon là,
il est cassé, il y a déjà eu beaucoup de bullshit. C'est-à-dire qu'on va enlever l'inflammation des intestins et ensuite on va commencer par perdre sa graisse viscérale. Ok, bonne chose, mais ça demande un travail profond de rééquilibrage alimentaire, pas juste une petite détox. D'ailleurs, je sens venir à 5 km la monodiète aux fruits. En fait, spoiler, un de mes abonnés m'a dit qu'il le préconisait. Sans aucune fondation scientifique, parce qu'il n'y a pas de fondation scientifique derrière les monodiètes. Donc la première des choses, avant de commencer quoi que ce soit en termes d'exercice, que je vais vous montrer tout à l'heure, il faut avoir un fond nutritionnel pensé. Oui, très bien, mais c'est encore un peu de l'enrobage. J'ai peur de ce qui va advenir là, parce que le suspense est à son comble. Vous allez foutre en l'air tout ce qui est industriel, vous allez enlever tous les pesticides de votre fond nutritionnel, parce que ce sont des inhibiteurs de la lipolyse, ils empêchent la lipolyse, et en plus ils vous causent des problèmes de santé, par exemple de la stérilité précoce, qui peuvent perturber votre système hormonal, qui est lui aussi construit selon un schéma systémique. Et bah, peut-être que je m'étais trompé, puisque ça, c'est très bien. Effectivement, les perturbateurs endocriniens ne sont vraiment pas privilégiés dans son alimentation. Et franchement, quand les gens disent des choses vraies, il faut aussi le souligner. On va essayer de manger intelligemment, en mangeant plus régulièrement, mais en moins grande quantité, c'est-à-dire à peu près tous les 3 heures. On va jamais louper une collation à 10h et à 16h. T'as jamais remarqué que les mecs qui te disent qu'il ne faut pas grignoter entre les repas te conseillent très souvent d'étaler plus de repas sur ta journée? Ça serait pas un peu contradictoire? En fait, d'un côté, ils sont tiraillés par la sainte insuline qu'il ne faut pas trop faire monter, et de l'autre, la satiété qui n'est jamais vraiment atteinte si jamais tu manges trop fréquemment en petite quantité. Ce qui est, au passage, une très bonne méthode pour faire une prise de masse. Mais du coup, perdre du ventre, je suis pas sûr. La fréquence de tes repas est vraiment le cadet de tes soucis. Concentre-toi plutôt sur tes calories et tes macronutriments au départ. Il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire fait la part belle aux légumes, aux oléagineux, aux bonnes huiles comme l'huile de colza, des oméga 3 ou l'huile d'olive, des oméga 9. Ah là 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 là, et voilà, c'est la chute. Je ne vais pas te refaire le laïus habituel. J'en ai déjà parlé dans maintes et maintes vidéos, mais les bonnes huiles ne semblent pas être si bonnes que ça pour la santé. En fait, pardon, sinon on va me le reprocher encore en commentaire. Mais ce sont les aliments qui contiennent les bonnes huiles, pas les huiles toutes seules, et ce, seulement à condition que tu aies des statuts en vitamine E suffisants. Car ces huiles ont la particularité de rancir, de s'oxyder très vite, et ce, même au sein de notre propre organisme. Donc de créer un terrain pro-inflammatoire. Pas ouf, hein, surtout de la part de quelqu'un qui nous dit qu'il faut absolument éviter l'inflammation. Ne parlons pas des légumes qui sont loin d'être tous excellents, notamment à cause des antinutriments. Eux aussi d'ailleurs potentiellement perturbateurs endocriniens. Pour te la faire simple, ce sont des systèmes de défense de la plante qui ne peut pas, comme les animaux, se battre avec ses cornes et ses griffes. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Donc les fruits, ben c'est ok puisque la plante a d'une certaine façon envie qu'on les mange pour qu'on aille après redistribuer les graines ailleurs. Mais les légumes feuilles, les flageolets, ben eux, ils ont pas trop envie de se faire bouffer. Tu te souviens, je t'en avais déjà parlé un petit peu avant dans la vidéo. Eh bien, tu as l'origine des flatulences. Si vous mangez ce pourquoi vous êtes conçu, vous allez maigrir naturellement. Par contre, si vous êtes constamment exposé à des trucs transformés, à toute la junk food, à KFC, à McDo, à Nestlé, à Danone, toutes ces marques-là, elles sont pas bonnes pour la santé. Ah bah oui, c'est vrai, rien à voir avec les quantités. Tout n'est expliqué que par la qualité des aliments. Et comment expliquer du coup la Twinkie Diet qui a fait que ce professeur a réussi à perdre du poids en ne mangeant basiquement que des produits junk food? Arf! Tous les spécialistes s'y cassent les dents, non? On a 2 grands droits ici. Ça, c'est les abdos que tout le monde veut avoir. Mais le grand droit, c'est l'abdo de la frime. Ce ne sont que des abdos de la frime qui vous servent à rien. Oui. Et alors? C'est mal de vouloir être plus esthétique? Si les gens veulent faire du sport, c'est avant tout pour des raisons esthétiques. Et si ça peut leur permettre par le même biais d'être plus en forme, c'est un bonus. Et en plus, ce qu'il dit sur l'utilité, c'est faux. Sans vouloir rentrer dans le détail, Paul Gamble, dans son livre sur la préparation physique, explique quelque chose de très intéressant. En entraînant le transverse et en rentrant le ventre le plus possible, eh bien on va se retrouver à réduire la taille de notre tronc. On devient donc moins fonctionnel puisque notre base de soutien est moins grande. Ne t'inquiète pas, à moins d'être sportif de haut niveau, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. J'en ai parlé sur mon Instagram d'ailleurs. Mais entraîner le grand droit, ben ça ne rétrécit pas le tronc. Et si tu le contractes en isométrique, ça t'aide à maintenir. Ce qui veut dire que les abdos de la frime, ce sont ceux qui font avoir le ventre plat. Mais en vrai, j'ai rien contre ça non plus, tu fais bien ce que tu veux, et c'est louable si tu veux avoir le ventre plat. On va continuer, comme toujours, à faire des exercices polyarticulaires, des exercices de base, des squats chargés, des soulevés de terre, des exercices qui sont très recrutants, qui déclenchent des phénomènes très importants pour le corps, c'est-à-dire qu'ils envoient des réponses hormonales et déclenchent des processus de perte de poids. Ah bon, de la perte de poids avec des exos polyarticulaires. Ok, ça aide de faire de l'exercice et d'avoir de la masse musculaire pour la perte de poids. Mais sérieux, la dépense calorique subséquente à une séance de musculation est ridicule. Récemment, j'ai vu un petit post de Menno Henselmans sur le sujet. On est à 100 kcal en moyenne par jour en plus de la dépense de la séance en elle-même
quand on a fait un entraînement de résistance musculaire. Ce qui n'est pas négligeable, mais ça représente quoi? Une barre de chocolat Milka? Bon, c'est pas énorme quoi. Qui vont suivre en 8-10 semaines, vous allez avoir des résultats spectaculaires. Ouais, la plupart des gens en 8 ou 10 semaines, ils ont plutôt des résultats encourageants. Bon, là, on va pas se mentir, je chipote un peu, mais j'adore ça. Regardons ensuite rapidement les exos qu'il propose. Bon, gainage planche, ok, ça va avec ce qu'il a dit. Tu ne te moquerais pas un petit peu des gens, Menteur? Ça, c'est pas censé faire bosser les grands droits. Alors que je rappelle que le rôle des grands droits, c'est la flexion de la colonne vertébrale. Et il y en a déjà pas mal là. Ok, là on est plus sur les obliques. Ah, avec des squats à vide, des super résultats, ça me laisse un petit peu sceptique quand même. Encore une fois, les grands droits ne bossent pas là-dessus. Et les grands droits! Les grands droits FDP. Bon, des pompes, pourquoi pas, c'est un petit peu comme du gainage. En gros, dans aucun exo, sauf peut-être la planche, le facteur limitant n'est le transverse. Les obliques, à peine. À votre place, je me méfierais de ce gars. C'est peut-être un Menteur. Menteur? Menteur? Passé cette non-blague, j'ai quand même un message à transmettre à toutes les télés qui l'invitent. Ça n'est pas parce qu'il présente bien qu'il a forcément des connaissances au top. Surtout quand il se permet en fait de dire que tous les autres coachs, hormis lui, racontent des âneries. Autant je n'aime pas particulièrement aller sur le terrain des personnes, autant je ne peux pas passer outre ce côté un petit peu prétentieux de « moi j'ai tout compris, les autres c'est zéro ». Pour moi c'est symptomatique d'une chose, la société dans son ensemble ne prend pas le muscle et le sport de façon générale au sérieux. Je trouve que c'est dommage et je compte vraiment sur toi qui regardes la vidéo pour rehausser un petit peu le niveau, pour apporter des connaissances et pour t'insurger contre les gens qui dévalorisent complètement nos milieux. Et s'il faut les renvoyer vers mes vidéos pour qu'ils apprennent, bon bah, je me sacrifierai hein. Et sur ce, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner surtout. C'est ça qui aide la chaîne à survivre. Et puis, tu peux aller voir mon Insta, t'y abonner aussi. J'essaye de donner de bons conseils. Aussi, le Discord pour discuter avec la communauté et moi-même. Il y a le Utip et le Tipeee pour me lâcher une petite pièce, ce qui m'aide à vivre et à faire de meilleures vidéos. Puis sinon, prends soin de toi et à la prochaine. Ah, cette série, je pense qu'elle ne finira pas de sitôt.